Un jeune homme se prépare à son entraînement quotidien en regardant les informations sur une jeune fille prodige, Son Altesse, Stella Vermillon. Ce n'est pas qu'il s'en préoccupe beaucoup. Il s'agit d'Iki Kurogan, un étudiant de l'Académie Hagen. Iki réfléchit à l'écart entre les génies et les gens ordinaires. Il ne serait donc pas faux de dire que le travail acharné ne peut jamais battre le talent inné. Ou bien est-ce le cas? Alors qu'il fait surgir une épée de nulle part, il explique comment certaines personnes sont capables de matérialiser des armes puissantes appelées Blazer à l'aide de leur âme. Son objectif est de devenir un chevalier magique, appelé Blazer et approuvé par l'organisation internationale. Après sa routine matinale, Iki rentre dans son appartement et découvre une femme rouge complètement nue. Je sais ce que vous pensez. D'habitude, c'est le moment où le gars se fait battre par la fille pour avoir vu ses douces collines, mais au lieu de cela, le gars admet son erreur et enlève sa chemise, montrant son corps sculpté. Malheureusement, Iki reçoit quand même une gifle terrifiante de la part de la fille. À cause de ce malentendu, ils sont convoqués par la directrice de l'académie. Celle-ci leur rappelle que les comportements délinquants, comme celui du garçon qui enlève sa chemise pour impressionner la jeune fille innocente, ne seront pas tolérés, d'autant plus que la directrice a été chargée de reconstruire l'académie après plusieurs années de mauvais résultats. La directrice appelle la jeune fille et la présente comme Stella Vermillon, la deuxième princesse du royaume Vermillon. Iki s'excuse sincèrement et est prêt à accepter la punition qu'il juge appropriée, mais pour la jeune fille, une punition plus clémente consisterait à envoyer le garçon dans le royaume des ombres. Sommes-nous dans Yu-Gi-Oh? Alors qu'Iki s'apprête à prendre un billet solo pour devenir Human Kebab, il dit que Stella était tout simplement trop belle, ce qui éteint les flammes et déclenche l'arrosage. La jeune fille est maintenant brûlante et mouillée. La directrice décide que c'est le meilleur moment pour leur annoncer qu'ils seront colocataires à partir d'aujourd'hui. C'est un choc pour Iki, car seuls les élèves de la même classe sont mis ensemble. Stella est en classe A, tandis qu'Iki est en classe F. Stella déteste l'idée d'être la colocataire d'un garçon, mais la directrice lui fait remarquer qu'il y a déjà plusieurs paires de garçons et de filles dans l'académie et que rien d'inapproprié ne devrait se produire, du moins on l'espère. La jeune fille finit par accepter, mais elle fixe 3 règles de base: ne pas lui parler, ne pas ouvrir les yeux quand elle est dans la pièce, et enfin, ne pas respirer. Voudrait-elle d'un cadavre comme colocataire? La directrice propose d'organiser une bataille simulée pour décider des règles de la chambre. Iki accepte, tandis que Stella fait monter les enchères en déclarant que le perdant devra également suivre les ordres de la gagnante pour le reste de sa vie. Il devra pratiquement être son esclave. Alors que Stella se prépare au combat, des souvenirs du passé lui reviennent en mémoire. Elle a promis à sa gentille mère de devenir plus forte afin de protéger leur nation. Au stade, la directrice demande à Iki pourquoi il a accepté le duel avec Stella. En effet, avec des scores de magie aussi bas que les siens, le seul moyen d'obtenir son diplôme est de remporter le festival de l'épée des 7 étoiles de l'école. Alors que les deux s'affrontent, Stella lui demande s'il pense vraiment que son travail acharné peut l'emporter sur son talent. Non pas que notre garçon ait quoi que ce soit d'autre à se mettre sous la dent. La directrice explique que le combat est un test d'endurance, puisqu'ils ne peuvent pas vraiment se blesser l'un l'autre. Les deux combattants sortent enfin leurs armes. Iki manie un simple katana noir et Stella est équipée d'une épée d'or flamboyante. Le duel commence par une avalanche de coups d'épée et de flammes explosives. Stella loue la capacité d'Iki à parer et à esquiver ses attaques. Mais c'est maintenant au tour d'Iki et il commence à renverser la vapeur en l'attaquant avec ses propres techniques. Il s'avère que le style de combat d'Iki, appelé Blood Steel, consiste à reproduire les techniques de ses adversaires. Stella tente de le surprendre avec une nouvelle attaque, mais il la bloque facilement. La jeune fille est complètement exposée. Saisissant l'occasion, Iki la frappe de toutes ses forces. C'est fini? Non, Stella utilise la magie pour bloquer ses attaques. La prodigieuse princesse n'a pas l'intention de se retenir plus longtemps. Une salamandre enflammée se manifeste sur sa lame et explose le toit. C'est son attaque la plus puissante et on ne peut qu'espérer que l'école dispose d'une assurance tout aussi puissante. Malgré la vision effrayante de cette technique, Iki ne recule pas. Il active son noble art, Itu Shura. En un instant, Iki se téléporte derrière la jeune fille, rendant son attaque inutile. Iki, désormais inarrêtable, surmonte toutes les attaques de Stella et porte finalement un coup décisif, remportant le combat. Le temps passe et Stella est toujours à la clinique de l'école, se remettant du combat. La directrice lui rend visite et lui pose la question à $1 million. Pourquoi quelqu'un comme Iki est-il en classe F malgré sa force incontestable? La directrice explique que les notes sont jugées en fonction des capacités magiques pures. Le maniement de l'épée, l'aptitude au combat, ne sont pas pris en compte. Avant de partir, la directrice dit qu'il y a beaucoup à apprendre de ce garçon. Plus tard, Stella retourne dans leur chambre et trouve Iki en train de dormir, le dos découvert. Sa curiosité prend le dessus et elle ne peut s'empêcher de poser ses doigts sur sa peau. La jeune fille s'agite de plus en plus et, malheureusement pour elle, Iki se réveille. Pris en 4 cas. Stella s'excuse alors de l'avoir jugé avant de le rencontrer, mais Iki se souvient que le perdant devient le serviteur du vainqueur. Bien qu'il ne soit pas particulièrement enthousiaste à ce sujet, Stella tient sa promesse et se prépare à recevoir n'importe quel ordre. Peut-être s'agira-t-il de quelque chose d'indécent et de sale? Mais qu'est-ce que c'est?
Le garçon lui ordonne simplement d'être sa colocataire et de s'entendre avec lui. Le lendemain matin, Stella rejoint Iki pour sa course quotidienne de 20 km. Comme il fait chaud, Iki boit dans son bidon et en offre à Stella. Pour la jeune fille, ce petit geste est une occasion importante, car c'est comme un baiser indirect. Sous son souffle, la jeune fille murmure qu'elle n'est pas contre l'idée. Tous à bord du train Iki. Le garçon annonce qu'aujourd'hui sa petite sœur va rejoindre leur académie. Et comme aucun lien de parenté n'est sacré au pays des âmes, Stella demande s'ils sont parents de sang ou non, et la jeune fille est ravie de découvrir qu'ils ont une fraternité normale et non une sorte de hentai comme vous le pensiez sûrement. Plus tard dans la classe, la nouvelle enseignante, Mademoiselle Yuri, arrive. Elle rappelle les paroles de la directrice qui a révélé que la participation au tournoi du Festival des 7 étoiles de l'épée ne sera plus basée sur le score des capacités magiques des élèves, mais sur un mini-tournoi de combat. Ils seront regroupés dans des tranches aléatoires et chaque élève devra disputer au moins 10 matchs tous les 3 jours. L'enseignante commence à encourager ses élèves jusqu'à ce qu'elle saigne du nez. Iki et Stella l'emmènent à l'hôpital, où la jeune fille découvre que cette enseignante est à l'origine de l'admission d'Iki à l'école. En retournant au dortoir, ils sont interrompus par une jeune fille blonde enthousiaste. Elle se présente sous le nom de Kagami. Elle est devenue une grande fan d'Iki et veut l'interviewer pour son club de journalisme. Bien sûr, Stella est jalouse car sa colocataire est devenue très populaire et elle s'en va. Iki essaie de la rattraper, mais son attention est attirée par une autre fille et il découvre sa petite sœur aux cheveux blancs, Shizuku. Son frère s'excuse de ne pas l'avoir trouvée tout de suite, mais pour célébrer cette occasion mémorable de se revoir après si longtemps, Shizuku s'approche de lui et l'embrasse sur les lèvres. C'est un anime, vous vous souvenez? Cela provoque un tollé général et Kagami s'empare du dernier scoop. La jeune fille aux cheveux blancs explique qu'il est naturel que deux personnes proches s'embrassent. Stella repousse Shizuku avec force et reproche à Iki d'avoir permis que cela se produise devant tout le monde. Shizuku informe Stella avec colère qu'elle a interrompu leur moment privilégié et que ce qu'ils font en tant que frères ne la regarde pas. Sans retenue, elle crie qu'Iki est son maître et qu'elle est sa servante. Elle a fidèlement suivi son premier ordre de « coucher avec lui », ce qui techniquement n'est pas faux, puisqu'il lui a demandé d'être colocataire, sauf qu'il a été malicieusement détourné par la jeune fille excitée. Kagami est éternellement reconnaissant pour ce scoop inattendu. Shizuku sort son arme, une épée courte, et se vante que son affinité pour l'eau peut facilement éteindre les flammes de Stella. Iki, paniqué, tente de désamorcer la situation, mais Stella sort son arme. Les deux filles s'insultent à propos de leurs armes et de la taille de leur poitrine. Comment en est-on arrivé là? Les deux filles provoquent une explosion assez importante qui fait fuir tout le monde. Ensuite, la directrice punit les filles en nettoyant les toilettes. Pas une, pas deux, mais les 27 salles de bain du campus. Pendant une semaine. Elle aurait dû les engager plus tôt. Les filles continuent à s'insulter sur la taille de leurs seins. Et à votre avis, qui gagne entre les deux? J'attends les commentaires. Dans le feu de la discussion, Shizuku révèle qu'Iki a été si maltraité à la maison qu'on a même fait comme s'il n'existait pas. Stella demande ce que cela signifie, mais Shizuku recule. Sa sœur entre dans son dortoir et rencontre son colocataire, un garçon aux cheveux violets nommé Alice. Pendant ce temps, Stella attend Iki à l'extérieur du gymnase. Elle décide de le confronter ouvertement à propos de ce que Shizuku a dit. Iki explique qu'il vient d'une famille réputée qui produit des chevaliers magiques exceptionnels et forts. Son arrière-grand-père, Ryuma Kurogan, était un homme considéré comme un héros pour avoir dirigé le Japon lors de la dernière Grande Guerre. Découvrant que le pauvre Iki n'était pas doué, la famille l'a complètement ignoré. Ils ne lui ont même pas donné une place à table. Une famille très proche, je dirais. Lors d'une fête du Nouvel An, Iki décide de s'enfuir, mais à cause d'une tempête de neige, il se perd. Alors qu'il perdait connaissance, son arrière-grand-père héroïque l'a encouragé à continuer à se battre, car sa faiblesse rendait ses victoires encore plus importantes, et il a travaillé dur pour être admis à l'Académie Hagen. Malheureusement, sa famille l'apprend et fait pression sur l'école pour qu'Iki n'obtienne pas son diplôme. Grâce à la nouvelle directrice, l'obtention du diplôme est une possibilité réelle. Du moins, il l'espère. Stella, le sourire aux lèvres, décide de le pousser dans ses retranchements. Pendant ce temps, Shizuku fait part à Alice de son amour indéfectible pour son frère. Puisque personne à la maison n'aime Iki, c'est son devoir. J'ai l'impression d'être dans un hentai. Shizuku s'excuse auprès d'Alice pour son long discours, mais le garçon la comprend. Il lui dit qu'elle peut toujours s'adresser à elle en tant que « grande sœur ». À la fin de la journée, Stella prépare une soupe pendant qu'Iki se repose dans le bain. Notre Rose entre dans le bain vêtue d'un petit maillot de bain très serré, peut-être pour souligner quelque chose? En tant que servante, elle est chargée de lui laver le corps. Iki tente de refuser ses avances, mais finit par céder. Qui ne céderait pas? Alors qu'elle lave l'innocent garçon, la scène devient de plus en plus torride. Cependant, un malheureux accident au sud du corps du garçon interrompt la scène et se termine par une gifle. Tôt le matin, Iki tente de donner à Stella des informations sur son prochain adversaire, Momotani, mais la jeune fille les refuse. Iki préfère faire des recherches approfondies sur ses adversaires avant le combat. Même si nous sommes opposés, nous nous entendons très bien, dit Iki. Stella rougit.
Stella tente d'inviter Iki à un rendez-vous, mais elle est devancée par Shizuku, qui l'a invitée à faire du shopping le week-end. Le jour du rendez-vous, Stella est avec Iki, tandis que Shizuku emmène Alice avec lui. La tension entre les deux femmes est déjà à son comble, ou peut-être devrait-on dire 3, puisqu'Alice se présente comme une jeune fille. Il exprime lui aussi son désir de rejoindre le harem, mais sa petite sœur Shizuku le menace. Elle seule peut satisfaire son frère. Le groupe se rend dans un centre commercial, où les frères se tiennent la main en se promenant, mais Shizuku en fait une arme pour affirmer sa supériorité sur Stella. Ils prennent un dessert dans un café et Iki enlève doucement de la crème du visage de Shizuku, qui panique. Stella est un peu jalouse et essaie d'obtenir la même réaction en se couvrant de crème. « Père Noël, c'est toi ?» Mais le garçon qui, à son insu, a un harem, se lève pour aller chercher une serviette. À l'insu du groupe, un criminel menaçant conduit plusieurs hommes armés dans le centre commercial. Les deux hommes prennent le contrôle de la salle de sécurité. Plus tard, les deux garçons se retrouvent dans la salle de bain et Iki remercie Alice de s'être liée d'amitié avec sa sœur. Deux hommes armés ouvrent soudain la porte et tirent des coups de feu. Alors que les coupables s'en vont, le duo émerge du nombre. Heureusement, il semble qu'Alice ait la capacité de contrôler les ombres et de voyager à travers elles ou de se cacher. Alice sort son arme et lui utilise son pouvoir pour les transporter jusqu'à la salle de sécurité où il trouve les gardes assommés. Iki appelle le directeur et apprend que le centre commercial est pris en otage par une organisation qui exige une forte rançon. La police a déjà encerclé le centre commercial. Mais comme les 4 étudiants sont à l'intérieur du centre, ils ont maintenant la permission d'utiliser des armes. Dans une autre pièce, Shizuku et Stella se trouvent avec toutes les femmes et les enfants pris en otage. Shizuku explique clairement à Stella qu'elles ont un plan en tête, mais qu'elles doivent attendre le bon moment. Malheureusement, l'un des hommes armés frappe une mère inquiète à la tête. Stella jette sa glace sur le méchant, ce qui le met en colère. Le chef, un chevalier magique, fait son apparition. Il reconnaît la deuxième princesse de l'Empire, mais menace toujours de tirer sur la mère sans défense. Stella tente une attaque, mais elle se rend compte qu'il s'agit d'un piège et elle est repoussée par sa propre force. La capacité du chef criminel lui permet d'absorber toute l'énergie avec sa main gauche et de la libérer avec sa main droite. Le chef ordonne à Stella de se déshabiller, sinon il tuera les otages. Iki, qui assiste à la scène avec Alice, regarde Stella se déshabiller avec colère, mais son ami lui dit d'attendre, car Shizuku a probablement un plan. Soudain, Shizuku entre en action. L'immense barrière de Shizuku recouvre tous les otages, ce qui permet à Iki d'intervenir et d'activer instantanément sa capacité. Sa capacité à changer temporairement la perception des couleurs pour que tout se déroule au ralenti et plus rapidement est stupéfiante. Comme le chef est capable d'absorber de l'énergie avec son bras gauche, Iki l'abat sans hésiter. Le chef ordonne à ses hommes de tuer Iki, mais Stella les a déjà assommés. Le groupe célèbre sa victoire, mais une femme armée déguisée en otage se révèle et elle a l'intention de tuer un otage s'ils ne libèrent pas leur chef. Soudain, un mystérieux garçon arrive et élimine les criminels grâce à sa capacité à tirer des flèches de lumière. Le garçon se révèle être une vieille connaissance d'Iki, Shizuya Kirihara. Peu après, la police arrive et arrête les criminels encore en vie et s'occupe des otages. Kirihara s'avère être un playboy populaire et ses fans s'inquiètent pour lui. Iki s'approche du garçon populaire, mais il l'insulte parce qu'Iki essaie toujours de devenir un chevalier magique. Kirihara révèle qu'Iki s'est enfui d'un combat contre lui pour éviter la défaite. Il lui dit de vérifier son courrier électronique et Iki découvre que son prochain adversaire dans le tournoi est bien Kirihara, celui-là même qu'il a humilié l'année dernière. Non pas parce que Kirihara était meilleur, mais parce qu'il s'agissait d'un plan élaboré par l'ancien directeur, qui cherchait n'importe quelle excuse pour renvoyer Iki. Iki n'accepte pas la situation. Cette année, il étudie chaque mouvement de son adversaire. Lorsque le match commence, c'est Kirihara qui est sous les feux de la rampe, la foule scandant son nom, mais Iki ne se laisse pas intimider. Mais cette fois, Iki affronte un spécialiste de la magie invisible. Alors que le combat commence, la scène se transforme en une forêt numérique. Kirihara passe à l'offensive avec sa compétence, le chasseur de forêt. C'est une danse d'esquive et d'attaque soudaine, avec Kirihara qui tire des flèches depuis des coins cachés. Cependant, Iki n'abandonne pas et repère la source des flèches, il saute donc à pieds joints dans la mêlée. Mais Kirihara a un atout dans sa manche. Ses flèches deviennent invisibles. Les tirs continuent et Iki est frustré et en colère. Et que fait la foule? Les spectateurs se moquent d'Iki et disent qu'il n'a aucune chance de gagner le tournoi, mais Iki prend ces moqueries et les transforme en motivation. Il est là pour leur prouver qu'ils ont tort. Iki se lève et commence à se souvenir du rythme des coups de Kirihara. Iki prend des notes mentales et chronomètre le coup de chaque flèche invisible. Il est maintenant prêt à contre-attaquer. Le présentateur explique à la foule qu'Iki possède une capacité unique. La lame d'acier. Il observe son adversaire, analyse ses techniques et les perfectionne grâce à sa maîtrise de l'épée. Iki peut même reproduire les techniques les plus puissantes, mais cette fois, il réussit quelque chose d'encore plus profond. Il l'appelle « Perfect Vision ». Cette capacité lui permet de s'immerger dans les pensées de Kirihara et de prédire sa stratégie avant même qu'elle ne soit mise en œuvre. Soudain, les rôles sont inversés.
Iki n'est pas un simple joueur dans cette forêt, il en est le chasseur. Kirahara se rend compte de la situation et la peur l'envahit. Il supplie Iki de l'épargner. Mais le dernier mouvement d'Iki est féroce et crée une énorme explosion. Sa lame s'arrête juste au moment où elle effleure le visage de Kirahara, remportant ainsi la première manche du tournoi. La compétition se poursuit avec 12 victoires rapides, l'une après l'autre. Le plus faible de l'école ne peut plus être arrêté. Cependant, alors qu'Iki est sur le point de rentrer chez lui, un problème survient. Le comité d'éthique, une marionnette de sa propre famille Kurogan, commence à créer un nouveau complot contre Iki. Le marionnettiste est Akaza, un membre de la famille qui crée un scandale à partir de rien en prenant une photo d'Iki et de Stella, une princesse d'un empire lointain, en train de s'embrasser dans la cour de l'école. Soudain, voilà Akaza qui invite Iki à laver son nom, mais c'est un piège. Iki se retrouve dans une prison dirigée par la famille Kurogan. Entre ces murs froids, les interrogatoires se poursuivent sans relâche. Il nourrit sa peine Iki et, pire encore, tente de l'empoisonner. Pourtant, malgré ces conditions inconfortables, Iki est forcé de se battre dans des matchs de sélection depuis sa cellule obscure. Les chances sont contre lui, mais Iki continue à se battre et à gagner. Après sa 16e victoire durement acquise, il s'effondre. Son seul espoir dans cet état désespéré? Rencontrer son père. Une demande qui, à sa grande surprise, lui est accordée. Au cours d'une conversation calme avec son père, ce dernier le pousse à se retirer du processus de sélection. Son père craint que la victoire d'Iki n'incite ceux qui n'ont pas de magie à viser haut et ne déstabilise son organisation. Les larmes coulent sur le visage d'Iki. Son père ne le considère pas comme un raté, mais il refuse de reconnaître la force de son fils. Iki continue de se battre, remportant des victoires jusqu'à ce que le compte atteigne 19 victoires. Le comité d'éthique donne le coup de grâce. Son dernier adversaire est le président du conseil des élèves, Tuka, l'élève le plus fort de l'académie. S'il perd cette bataille, son rêve de devenir un chevalier magique s'éteint. C'est le combat que le monde attend et qui sera retransmis aux 4 coins de la planète. Parmi les spectateurs, Akaza fait acte de présence, observant le drame qui se joue, mais un rebondissement se produit. Akaza annonce qu'Iki risque la disqualification s'il ne se présente pas dans l'arène dans les 15 prochaines minutes. La confusion se répand comme une traînée de poudre. La directrice ne comprend pas, après tout, c'est Akaza qui devait amener Iki dans l'arène. Akaza craint la possibilité d'une victoire d'Iki et décide de l'enfermer. Pendant ce temps, le combat d'Iki a déjà commencé, mais les barreaux de la prison ne parviennent pas à le retenir et il s'échappe. La dernière réunion de sélection de l'école approche à grands pas. Arrivera-t-il à temps? Parviendra-t-il à vaincre l'adversaire le plus redoutable de l'académie? Alors que les chances semblent insurmontables, l'espoir apparaît. Son arrière-grand-père surgit, lui donnant le courage et la force de faire chaque pas en avant, et Iki se libère. Lorsqu'il entre dans l'arène, les acclamations l'envahissent. C'est l'heure de l'affrontement final. Iki et Tuka attendent ce moment depuis qu'ils se sont vus pour la première fois. Iki plonge immédiatement dans l'action. Il déclenche l'Ito Shura, sa compétence la plus puissante. La foule est bouche bée, surprise par cette manœuvre inattendue. L'Ito Shura est une technique redoutable. Elle exige d'Iki qu'il mobilise toute son énergie, abandonnant son instinct de conservation. Dans une minute de montée d'adrénaline, il parvient à atteindre une puissance qui dépasse l'entendement, mais Tuka réagit. Elle déclenche son Reikiri. Une technique électromagnétique. Elle crée un puissant champ magnétique autour de l'épée, en utilisant sa capacité de foudre. Puis, d'un geste rapide et précis, elle frappe l'ennemi d'un coup mortel. Chacun a une cause à défendre. Lorsqu'il libère l'Ito Shura de toute sa force, sa vision commence à se brouiller et Iki sait qu'il lui est inférieur. Néanmoins, il se jette en avant. Il risque de condenser la force d'Ito Shura en une seconde explosive. C'est un mouvement auquel son corps ne peut résister. La vague d'énergie est si intense que ses yeux, son nez et sa bouche saignent. Mais cela ne le ralentit pas. Son corps se brise, ses muscles se déchirent, mais sa volonté le pousse à continuer. La foule attend avec impatience que leur pouvoir s'entrechoque. C'est alors que l'inimaginable se produit. L'épée de Tuka se brise sous le poids du seul coup d'Iki et elle tombe au sol, vaincue. Contre toute attente, Iki remporte le combat final. Désormais, il ne peut plus être considéré comme un faible, car il est désormais le plus fort épéiste du monde. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.